Le Festival des seconds rôles du cinéma vous propose d'entrer dans l'univers du cinéma par tous ses métiers, par ceux qui fabriquent un film. En partant du générique, on mesure déjà les relations nouées entre ces différents acteurs, l'ensemble de ceux qu'on voit à l'écran et tous les acteurs hors champ de la caméra, que nous mettons tous ici dans la lumière. Ce festival aussi pour comprendre les relations du réalisateur, du scénariste, des acteurs, des ingénieurs du son, des producteurs, des costumières, des compositeurs de musique de film, avec les autres membres de l'équipe. Ce qui nous intéresse, ce sont la place et l'importance de chacun et de tous dans la création du film. Entendons équipe par la distribution complète des personnes apparaissant au générique. Nous avons aujourd'hui un bel échantillon de ces personnes et de ces métiers du cinéma. Donc Brigitte Rouen, réalisatrice, scénariste, actrice et productrice. Alain Naoum, qui est là, réalisateur et scénariste. Anne-Louise Trividic, scénariste. Philippe Welch et Romain Cadillac, ingénieur du son. Jean-Pierre Lemoulin, producteur, JPL Film. Patrice Mélenec, acteur et doubleur voix. Marc Ollery, accessoiriste et distributeur. Et Éric Rulia, acteur. En présence de 2 parrains du festival, Julien Cadillac, monteur de cinéma, qui est en salle, et Arthur Harari, réalisateur et scénariste. Voilà. Donc nous allons passer plutôt dans le vif du sujet, ce qui intéresse tout le monde. C'est un peu la question récurrente tous les ans. Je vous propose de répondre à tour de rôle sur pourquoi choisit-on de faire du cinéma devant ou derrière la caméra. Ah, ça tombe sur moi en plus. Peu importe. Dans quel ordre ? Pourquoi choisit-on de faire du cinéma? Parce que je pense qu'on est influencé dès la plus tendre enfance. Ça dépend de ce qu'on a vu. Et moi, j'avais la chance d'avoir une tante qui habitait Argenteuil et tous les films en noir et blanc des années, on va dire des années 54, 56, j'ai tout vu, quoi. Et j'ai dit, j'étais comme ça. Et puis, j'ai toujours voulu faire ce métier parce que, voilà, c'est arrivé comme ça. Voilà. C'est toujours une question un peu délicate, mais voilà, moi je dirais qu'en fait, grâce à un grand-père et un père qui m'ont emmené assez rapidement et au conservatoire et vers les beaux-arts, j'avais donc 2 armes, image et son, qui étaient proches de l'audiovisuel, mais j'ai ignoré l'audiovisuel jusqu'à l'âge de 30 ans. Et en vérité, j'ai exercé d'abord un travail de musicien, interprète. Et c'est à un moment en fait où on m'a appelé pour composer une musique de film, que j'ai rencontré le film d'animation et j'ai passé de l'autre côté. Mais du coup, je suis devenu dans un premier temps technicien d'animation, puis réalisateur et enfin producteur depuis maintenant 22 ans. C'est la bonne question. Moi, c'est bizarre. Quand j'ai passé mon bac, justement, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis inscrit dans une fac de cinéma. Ça date. Maintenant, ça s'est généralisé. Il y a même des bacs de cinéma maintenant. Et je pensais aller devant la caméra. Et le hasard des rencontres fait que je suis passé plutôt derrière comme technicien. Mais je pense que c'est toujours dû à des rencontres. Ce qu'on va faire ou pouvoir faire ou découvrir qu'on a envie de faire. Le plus important, c'est de savoir ce pourquoi on est fait. Et c'est vrai que, par exemple, moi, ce qui me plaît quand je suis sur un tournage, c'est justement côtoyer les gens qui font le cinéma. Et ceux qui nous font rêver, d'habitude, c'est ceux qui sont devant la caméra, évidemment, les comédiens. Mais moi, comme accessoiriste, je me sens au service d'un réalisateur et d'un film et d'un projet. Et c'est ça qui me meut. Et après, c'est vrai que ce projet de documentaire que vous verrez peut-être tout à l'heure, c'était justement vraiment mettre l'accent sur ceux qui font le cinéma et qui sont justement plus souvent dans l'ombre, qui sont les techniciens. C'est pour ça que ce festival est la plus belle des initiatives. Bonjour. En fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer un camarade de classe au lycée qui s'appelait Gérard Watkins, dont le père, Peter Watkins, est un réalisateur de cinéma. Et du coup, on a passé un été où il y avait une rétrospective de tous les films de Peter aux Arcs, si je me souviens bien. Ça doit être en 82 ou quelque chose comme ça. Et ça a été une rencontre quand même assez décisive de parler avec ce grand monsieur du cinéma de ce qu'il faisait, voir tous ces films d'un coup. Et je pense que je lui dois ça, en tout cas, certainement.
Bonjour, je suis rentré donc au cinéma par le son. A priori, c'était j'ai commencé des études de physique et donc c'est par la physique du son que je me suis intéressé aux métiers qu'il y avait autour en musique et au cinéma. Et puis au gré des rencontres, j'ai cédé à la tentation et voilà, j'en suis jamais sorti. J'en suis très heureux. Bonjour. Moi, j'ai commencé comme interprète, donc parcours assez classique, conservatoire, théâtre, avec toujours aussi la velléité de pas être seulement sur le plateau, mais être aussi un peu dans la salle, donc un peu de mise en scène. Après, j'ai commencé à tourner aussi rapidement, et puis pareil, cette velléité de passer de l'autre côté, ce que je fais depuis quelques années. Donc en fait, moi, j'ai pas vraiment choisi, donc et c'est pas fini. Voilà. Bonjour. Ben moi, c'est plus simple. Mon père était assistant de cinéma, donc il m'emmenait sur les plateaux. Et mon père était à l'époque assistant d'un metteur en scène américain qui s'appelait John Berry. J'allais sur les plateaux avec lui. Et puis il partait tout le temps. Je le voyais pas beaucoup. Et alors c'est ma grand-mère, c'est sa mère qui m'a emmené au cinéma. Elle m'a emmené voir des films interdits à moins de 16 ans quand j'en avais 14. C'est comme ça que j'ai aimé le cinéma, moi. Et après, ben j'ai continué, voilà. Moi, bizarrement, c'est l'envie de travailler sur la voix qui m'a amené à travailler ensuite sur la voix et l'image d'une façon un peu inattendue. Je peux aussi avouer aujourd'hui que j'ai fait une tentative au cours Florent. Un scoop qui m'a largement aidé à faire le choix qui s'imposait. Le cours des gravures de Bode, ça vous rappelle. Bonjour. Moi, j'ai commencé à être actrice, à faire l'actrice. Je pensais que j'allais changer le monde et j'allais faire du théâtre de rue militant. Assez vite, en jouant au Palais des Papes en Avignon, qui est un endroit magique, j'ai bien compris que j'aimais bien être dans la lumière pour être aimée. Petite fille, j'avais une grand-mère détestable qui disait « elle fait toujours son intéressante ». Après des années d'analyse, j'ai pensé que j'avais fait le bon choix. Là-dessus, j'ai un peu joué avec des grands metteurs en scène, mais des petits rôles. Et puis j'étais enceinte. Je suis tombée, on dit tomber enceinte, c'est quand même incroyable. Tomber amoureuse, enfin bon, je suis tombée. Et donc, je pouvais plus, je comprenais pas pourquoi, mais j'ai été refusée pour faire des films, notamment par Claude Sauté, qui me dit c'est un gros inconvénient. Je dis, oh ben non, c'est une grosse joie. Et du coup, comme j'écrivais déjà depuis toujours, soit mon journal, soit des nouvelles, j'ai écrit une petite nouvelle sur une actrice qui pouvait pas jouer puisqu'elle avait un gros ventre, parce qu'on n'est pas raccord en vrai, on grossit à vue d'œil, bon voilà, on tourne pas chronologiquement. Et donc j'avais écrit une petite nouvelle et quelqu'un m'a dit, c'était Philippe Leguet, mais il faut en faire un film, qui est devenu un film qui s'appelait Grosse, qui était mon premier et seul court-métrage, et j'étais in et off, parce que je jouais la grosse, et je mettais en scène, et j'avais écrit, et d'ailleurs je jouais avec mon bébé, qui est le seul acteur qui était in et off, parce qu'il a joué après, et voilà, et puis surtout j'étais sur un tour, alors bon, je pensais que ça s'arrêterait là, cette expérience, et surtout si j'avais été née encore plus en avant, j'aurais probablement plutôt été romancière, mais bon, voilà, j'ai fait ça, et Maurice Pialat jouait dans mon film, dans ce court-métrage, et il m'a dit, il faut absolument que tu passes au long. Je lui ai répondu, et je pense toujours la même chose, et c'est vraiment vrai. Pour faire un film de long métrage, en tout cas, il faut être intelligent. Et l'intelligence, c'est de la hauteur de vue. Moi, je suis petit bout de la lorgnette. Et Maurice m'a dit, mais il y a toujours dans la salle quelqu'un qui dit, pour moi, c'est comme ça. Donc, c'est très bien de regarder Dieu est dans le détail, c'est très bien le détail. Bon, voilà. Donc, je suis passée au long métrage, et surtout, je me suis copieusement emmerdée sur un film de Michel Deville. Et je me suis dit, si c'est ça faire l'actrice, il faut que j'arrête. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pas entendu si vous aviez dit que Grosse, donc votre seul court-métrage, a eu le César. Vous l'avez pas dit. On peut le dire quand même. C'est un hasard. Non, mais c'est vrai. J'essayais de faire je connaissais rien, je venais du théâtre, j'appelais tout le monde, allô, le festival de Clermont-Ferrand, allô, bon. Et il y a mon compagnon, le père de mon enfant, qui m'a dit, mais appelle les Césars. Allô, les Césars, je voudrais bien m'inscrire. On me dit, ah ben non, c'est trop tard, donnez-moi votre nom, bah vous êtes nominé. Bon, voilà. Et puis, il se trouve qu'on l'a eu. Voilà. Non, mais je vous jure, c'était, voilà, coup de chance, oui. Bon, disons peut-être que ça encourage quand même. C'était très encourageant.
Bonjour. J'ai toujours aimé les histoires autour du cinéma parce que mon grand-père en racontait beaucoup quand j'étais petit, mais c'est pas du tout venu consciemment. Notre grand-père. Notre grand-père. Non, et à 9 ans, j'ai vu des films à Paris, à une rétrospective à Beaubourg, au centre Pompidou, des films de la Warner Bros. C'est ma babysitter qui était un peu ma grande sœur et qui l'est restée, qui nous a emmenés là, avec mon grand frère. Et on a vu des films avec Bogart en noir et blanc. Et donc c'est vraiment, à un niveau conscient, c'est à cause d'Humphrey Bogart que j'ai voulu faire des films. Et après, j'ai évidemment compris que il y a une graine qui avait été plantée sans doute par le grand-père, mais voilà. Et non, j'ai eu l'impression que c'était un monde dans lequel j'avais envie de vivre, quoi. Et pour moi, c'était pareil que je dessinais beaucoup quand j'étais petit, ça me racontait des histoires, j'adorais les bandes dessinées, des trucs comme ça. Puis à un moment, j'ai vu ce truc qui était l'hypnose la plus puissante qu'on puisse imaginer jusqu'à maintenant. En tout cas, moi, je me suis jamais fait hypnotiser en vrai, mais c'est vraiment comme ça que je vois le cinéma. Moi, c'est une manière d'oublier que le monde existe autour de l'écran, quoi. Ça devient un monde plus puissant. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, j'aimerais bien peut-être on aborde le vif du sujet aussi par rapport aux équipes techniques et aux équipes de films en général, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'équipe. C'est-à-dire pour les réalisateurs, par exemple, comment on choisit ses acteurs et l'équipe technique du film. Et pour les techniciens, comment on construit ou pourquoi se fait un compagnonnage avec tel ou tel. Par exemple, je pense à Brigitte Rouen avec Nicole Garcia, à Chéreau pour Anne-Louise Trivédic, à Éric Rullia pour Philippe Garrel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet aspect-là? Je vous en prie, prenez possession des micros. Tu peux répéter la question rapidement? Alors, synthétiquement, c'est comment on se choisit, que ça, en fonction de vos métiers. Comment vous choisissez entre vous et pourquoi? Tu ne veux pas répondre d'abord? Je vais réfléchir. Parce que je parlais aussi du compagnonnage, parce que vous, à un moment donné, vous construisez quelque chose, sans doute. Il y a une chose décisive, c'est pouvoir, par exemple, s'engueuler très fort et ne pas avoir envie de se séparer. Il y a plein de gens dans le travail avec qui on se dispute et c'est fatal en fait. Je pense que la personne avec laquelle on peut se disputer très fort et qu'après on peut rire de ça, c'est un archi bon signe. Dans mon premier chantier d'écriture avec Patrice Chéreau, on s'est beaucoup disputé, ce que je prenais vraiment, vraiment au tragique. Et puis j'ai compris que ça faisait partie du personnage, j'ai compris que j'arrivais à faire face, et c'était tant mieux. Mais par exemple, pour vous donner un indice, quand j'ai quitté le chantier d'écriture d'intimité, j'étais persuadée que plus jamais je ne reverrais de ma vie Patrice Chéreau. Donc c'est plus mystérieux qu'on ne croit en fait. C'est-à-dire, et puis ça travaille, je pense que les complicités s'établissent à notre insu aussi en fait. Et après, quand on est scénariste et qu'on accompagne quelqu'un dans l'écriture sur, comme ça, là en l'occurrence 15 ans, ça a à voir avec, beaucoup avec être peiné par des choses qui se ressemblent, se réjouir de choses similaires. C'est vraiment sur le partage d'émotions, voilà, sur des émotions communes. Après, la difficulté du travail, elle est tout le temps là, elle est là dans tous les chantiers, mais je pense que c'est une sorte de, surtout dans ce huis clos de l'écriture, c'est une sorte de régime émotionnel compréhensible l'un par l'autre qui est décisif, quoi. Je vais laisser les autres après répondre, mais je rebondis parce que pour Anne-Louise en l'occurrence, je ne sais pas pour d'autres, mais il y a une part de hasard aussi dans votre rencontre avec Chéreau, au tout début. Vous voulez le dire peut-être, rappeler comment Chéreau vous a contacté? Un
un de mes amis lui a transmis, semble dire, un scénario original que j'avais écrit. Et il m'a ensuite passé un coup de fil. Et j'ai cru que c'était une blague, en fait. C'est-à-dire quand au bout du fil, vous entendez « Bonjour, c'est Patrice Chéreau ». Je ne suis pas la fille qui trouve ça normal d'emblée, donc voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, un peu. C'est un scénario, non, qui est resté dans un tiroir comme une chose absolument magique. Et donc, voilà. Moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir fait d'école. Par exemple, j'ai pas fait le conservatoire, mais ça, c'était une volonté, parce qu'à mon époque, c'était pas une bonne chose. Mais du coup, j'étais freelance, comme ça, dans des cours plus ou moins gracieux. Après, j'ai pas tenté de faire du tout d'école de cinéma, puisque j'avais fait des études plutôt littéraires, genre, je me faisais virer de partout, hein. Hippocagne, Langso, tout ça, je finissais jamais. Mais enfin, donc j'avais un petit bagage, et j'étais donc au hasard Balthazar, et c'est très regrettable. Et moi qui suis contre le mariage, je trouve qu'en vrai, dans le cinéma, le mariage, c'est idéal. C'est-à-dire un compagnonnage de longue durée. C'est-à-dire, j'envie un peu les gens qui ont toujours le même producteur, qui reproduisent. On connaît le mode d'emploi, donc on sait comment ça va se passer, si on s'engueule, comment ça va se résoudre. Pareil pour un scénariste, pareil pour éventuellement des acteurs, ça j'ai su le faire. Un monteur, j'ai su le faire à peu près. Chef opérateur qui est opérateur, parce qu'après on parlera de l'hystérie, qui est le sujet de mes films, sans le savoir. J'aurais bien aimé avoir toujours le même. Voilà, donc c'est assez compagnonnage, je pense, dans une chose aussi rude, ardue, qui dure plusieurs années, parce que le moment où on se dit tiens je vais écrire ça, le moment où le film sort, il se passe quand même beaucoup de temps. Si on a une équipe soudée, ce que vous donnent les gens de la Fémis, on sort de là, on pourrait presque avoir son producteur, son chef-op, quelques acteurs, puisqu'il y a le compagnonnage avec le conservatoire. Vous savez, ils font un échange. Moi, j'ai dirigé des travaux. Ça vaut vraiment la peine. Enfin bon, bref. Donc moi, je suis d'une extrême solitude de ce point de vue-là. Et à chaque fois, je vais à la pêche. Et il faut donc regravir la montagne, ce qui prend beaucoup d'énergie. Et on peut faire des erreurs, se tromper, parce qu'il y a des gens dont on admire le travail, mais qui ne sont pas pour vous. Voilà, la dernière chef-op que j'ai eue, c'est quelqu'un à qui j'ai remis son premier prix, quelqu'un que je suivais depuis des années, que je trouve admirable, et finalement ça a été un très mauvais compagnonnage. J'étais Cosette, elle était Staline, quoi, c'est pas équilibré, je veux dire, il faut faire patronne, même si j'ai zéro autorité, mais il y a un moment il faut faire patronne, donc je n'étais pas la patronne de mon film, ce qui était désastreux, que vous verrez ce soir. Voilà. Mais c'est très important cette histoire de mariage, parce que c'est par capillarité. Il n'y a rien de plus intime, c'est peut-être vous allez le dire, il n'y a rien de plus intime que l'écriture d'un scénario. Ça prend des mois, voire des années. Donc on fait plusieurs couches, on travaille à plusieurs. Au générique, moi, on est toujours 4 ou 5, enfin 3 ou 4, avec moi ça fait 5. Mais l'écriture d'un scénario, ça prend des mois. Et on se parle, et au bout d'un moment, il y a des fausses confidences ou vraies confidences, et personne ne vérifie. Mais on sait qu'il y a des choses qui sont dites ou non dites, mais on les comprend sans se les dire. C'est une complicité, d'une intimité. Moi, je prétends que je connais mieux mes scénaristes que mes amants. C'est vraiment très, très intime. Et après, on se revoit, on se perd de vue 5 ans, et on sait déjà enfin, c'est formidable, quoi. Et c'est une chose à continuer. Et voilà, je le souhaite à tout le monde de se marier pour tous ces corps de métier-là. Il y a des choses qu'on choisit, il y a des choses qu'on choisit pas. Je veux dire, dans les collaborations plus ou moins récurrentes, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence, quoi. En fait, on essaye avec des gens. Enfin, moi, dans mon cas, il y a des gens avec qui je travaille depuis des années. Bon, moi, j'ai fait un seul long métrage, mais avant, j'ai fait des courts métrages, mais j'ai une expérience sans doute plus courte que la plupart de vous ici. Parce que je suis plus jeune, qui est aussi une forme de hasard. Non, mais voilà, donc je travaille avec mon frère, par exemple, à l'image. Pour l'instant, il ne me viendrait pas... il m'est venu à l'idée de éventuellement travailler avec d'autres, mais pour l'instant, j'ai envie de continuer parce que ça se passe très bien. On gagne beaucoup de temps, en fait. On se connaît bien, on a les mêmes... Notre désir de cinéma, il est né au même endroit, au même moment. On a vu les mêmes films. En général, on en pense des choses très, très similaires. Donc
La question pour l'instant avec lui se pose pas. Et après, il y a d'autres qui sont d'abord des amis et à qui j'ai proposé un moment, par exemple, de jouer dans un film alors ils avaient pas forcément envie d'être acteurs ou consciemment ou quoi. Et puis il y a soit ça marche, on continue, soit ça marche pas trop. Par exemple, moi je peux dire une chose sur Diamant Noir, j'étais content de absolument toutes les collaborations, un tout petit peu moins sur un des postes non, je dirais pas lequel. Mais s'il fallait refaire un film, je vais refaire des films, mais je pourrais à peu près rebosser avec tous en me disant ça s'est très bien passé cette fois-là, donc et j'ai senti que tout le monde apportait le meilleur. Il y a un truc qui ressemble à une espèce d'attelage, quoi. Chacun essaye de donner le meilleur, et c'est à la fois une question d'aptitude professionnelle, professionnalisme. Mais un peu plus que ça. À un moment, il y a quelque chose qui accroche, qui est de l'ordre d'une diffusion, de la diffusion d'une nécessité. Il y a une nécessité au départ qui est généralement impulsée par celui qui écrit le film ou qui en a l'idée, qui en a l'envie et qui le réalise en général. Mais si ceux qui constituent l'espèce de réseau autour n'intègrent pas et n'intériorisent pas cette nécessité à un niveau ou à un autre, les choses ne sont pas au mieux de ce qu'elles pourraient être. Donc, et ça, c'est un réseau relativement mystérieux quand même. Comment ça diffuse, comment ça marche. Et après, quand ça a marché, on a envie de refaire. Après, il y a des choses qui peuvent être cruelles où pendant des années, on ne retravaille pas avec une personne ou avec une autre. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie ou que c'était pas bien, c'est, je sais pas, ça se fait comme ça, on rencontre d'autres personnes et on se dit tiens, en fait, là, sur ce poste-là, j'aimerais travailler avec lui. Donc il y a aussi des trucs assez, il y a des grosses amertumes et des grandes cruautés et qui sont en partie explicables. Des fois, il y a des torts et des fois, il y en a pas, quoi. C'est comme ça. Puis ça peut revenir ou ne pas revenir. Mais... Éric, peut-être. Vous avez des micros à vos pieds. Au lieu de passer toujours le même micro, vous avez des micros. Je crois qu'il ne marche pas. Non, mais Philippe Wesh, par exemple. Ah si, il marche. Oui, donc tu me parlais de Garel, effectivement, moi je suis assez jeune aussi, un peu plus qu'Arthur, mais en termes de fidélité, effectivement, il y a une histoire comme ça avec Philippe Garel, et j'ai aussi tourné avec son ex-femme Brigitte Si, j'ai aussi tourné avec une autre de ses ex qui s'appelle Caroline Deroas. Je ne connais pas sa dernière femme, je ne sais pas si elle fait du ciel. Ils sont remis ensemble, d'accord, mais merci Arthur. Je n'étais pas au courant, c'est nouveau. Donc, en tant qu'acteur, on est plus choisi que l'on ne choisit. Et il se trouve qu'à l'époque, moi, j'ai fait le conservatoire et que Philippe était passé 2-3 fois comme ça. Enfin, moi, je l'avais croisé que 2-3 fois parce qu'après, j'étais embauché sur un spectacle et j'ai pas pu. Et donc, il m'a quand même embauché sur un de ses films. Et puis, la collaboration s'est plutôt bien passée. Et ils m'ont embauché sur un deuxième film pour un rôle beaucoup plus conséquent. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui correspondait chez moi, enfin, c'est tout ça avec extrêmement beaucoup d'humilité, à son univers mental et esthétique. Et comme tu le disais aussi, je crois qu'il y a aussi un partage de sensibilité et de valeurs. Et ce film-là s'est très bien passé et on s'est liés, j'imagine, aussi affectivement. Et puis, il se trouve que j'ai fait 1, 2, puis 4 films avec lui. Et que j'espère que j'aurai la chance encore d'en faire d'autres. Mais voilà, moi je vois vraiment ça comme une famille. Quand je retrouve Philippe ou Brigitte ou Louis ou Caroline, c'est un peu retour à la maison, retour en famille, quoi. On se connaît très bien, on n'a pas besoin de parler 107 ans quand il veut quelque chose. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Il a 2 mots me suffisent et je crois que c'est aussi un confort pour lui quelque part, j'imagine. Mais par exemple, je peux aussi m'adresser à Alain Naoum ou à Philippe Welch et à vous également. Est-ce qu'il faut forcément de part et d'autre une dose d'admiration? Pour moi, pas obligatoirement, non. Parce que moi je vais revenir un petit peu. Moi, j'ai eu des complicités d'abord éthiques et politiques. C'est-à-dire qu'avec les gens avec qui on tourne, il faut avoir aussi des correspondances, des points de vue sur la vie. Moi, j'ai commencé par faire du cinéma politique militant en sortant de l'IDEC. On a créé un groupe qui s'appelait Ciné-Lutte. Et avec tous ces gens-là que j'ai rencontrés à ce moment-là, on est restés amis jusqu'à aujourd'hui. On a des complicités, on regarde des films, on se les critique, même si on ne travaille pas ensemble. Hein, parce que chacun a eu son trajet, chacun a eu sa voix, chacun a eu ses mouvements. Après, je peux dire que moi, je me suis retrouvé
à travailler plus pour la télévision et que j'ai été choisi un peu mystérieusement à chaque fois. C'est-à-dire j'ai fait un petit sujet à un moment donné pour la télévision, puis quelqu'un d'une émission qui est devenue maintenant célèbre, qui était Cinéma, m'appelle et me dit tiens, on a vu ton truc, ta sensibilité nous intéresse, tu veux pas venir participer de l'équipe? Et j'ai travaillé 8 ans avec eux. Donc c'est des choses qui se sont construites comme ça petit à petit. Puis après, je me suis retrouvé par rapport à Daniel Thompson. C'était pas un choix, c'était un copain producteur à qui j'envoie un film et qui produisait un film avec Daniel Thompson. Et Daniel Thompson voulait savoir les réalisateurs qui étaient avec lui. Elle m'a demandé des cassettes. Et sur une de mes cassettes, elle m'a choisi. Donc c'était aussi pareil. Et on a eu une complicité. Mais pour moi, la complicité, elle n'est pas en amont. Elle se construit. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'habitude de me retrouver moi dans des équipes régionales pour faire des téléfilms. Et j'étais avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai été aussi à l'étranger, j'étais avec des gens que je ne connaissais pas. Et j'ai essayé à chaque fois, c'est l'ouverture à l'autre, quoi, qui fait que tu vas trouver la complicité. Alors, il y a des gens avec qui on s'entend pas, mais il faut s'entendre. Donc, il faut trouver les mots, il faut trouver les manières, il faut comprendre comment ils travaillent, il faut comprendre quelles sont leurs envies, il faut qu'ils comprennent quelles sont nos envies de réalisateurs et pour l'histoire. Et à partir de là, se construisent des choses. Et souvent, moi, en tout cas, j'ai eu plutôt des bonnes expériences que des mauvaises expériences. Et je me suis dit qu'au fond, si on s'occupe de savoir parce que souvent, c'est dans le partage qu'on va trouver la chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un casting avec un comédien qu'on ne connaît pas, c'est en allant avec lui, en déjeunant avec lui, en voyant ce qu'il aime, en allant peut-être au musée, en allant voir un film, qu'on va découvrir nos complicités. Et à partir de là, des choses vont pouvoir se travailler. Moi, ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas eu la chance, comme au cinéma, où on choisit exactement tout le monde qu'on veut et son équipe. En télévision, on est appelé à aller travailler à un endroit et on connaît personne. Et des fois, on arrive à prendre son chef opérateur, des fois, on arrive à prendre son monteur. On a ces complicités-là, mais c'est pas sur toute l'équipe, quoi. Donc, il faut arriver à aménager toutes ces choses-là. Et souvent, c'est assez riche. Moi, j'ai travaillé en Belgique, j'ai rencontré des gens extraordinaires dont je ne savais pas qu'ils seraient extraordinaires au départ, quoi. Et puis, en travaillant, suivant, les choses s'ouvrent, on pourrait dire comme ça. Moi, je peux dire comme ça. Hein. Peut-être Romain et Philippe, vous avez un mot à dire sur le choix de les choix quand vous travaillez. Est-ce que Philippe, par exemple, est venu vous chercher ou est-ce que comment Philippe, ça se passe ou c'est vous qui êtes allé le voir? On s'est croisés dans le hall d'un immeuble. Philippe avait perdu son perchman, enfin, il n'y a rien de grave, mais il n'avait plus de perchman. Et il m'a demandé, je crois, en rencontre, est-ce que tu veux venir sur le film de Tony Gatliff avec moi dans 2 semaines? Et lequel? Quel film c'était? Sur Liberté. Donc, on verra demain soir, ici même. Donc ça s'est fait très très simplement comme ça, voilà. Moi, je crois que... Parce que, en fait, ma première réponse est un peu incomplète. Je suis un peu traumatisé. La dernière fois que j'étais de ce côté-là du micro, j'ai mis des heures à dire des choses pas très intéressantes, en oubliant de remercier Romain Cadillac, c'était la cérémonie des Césars il y a 3 ans. Non, je l'ai entendu, moi. Voilà, donc c'était lamentable. Donc je rattrape aujourd'hui ce que j'ai loupé là, il y a 3 ans. Non, vous pouvez passer des caméras, là. Ouais, merci. Non, pour compléter, en fait, je parlais de Watkins et du grand bonheur que ça avait été de rencontrer son fils, qui est mon ami depuis toujours maintenant, et puis Peter lui-même. Mais à l'époque, j'avais plus d'intérêt pour le cinéma anglais, américain, international que le cinéma français. Et comme je suis binational, bilingue, je me disais, ça va être compliqué quand même d'aller en Angleterre, aux États-Unis. Je suis né en France. Certes, je parle la langue, mais comment faire du cinéma? Et il se trouve qu'un autre ami m'a amené voir Les Princes, le premier long métrage connu de Tony Gatliff. Et là, ça a été une révélation, pour le coup, sur le cinéma français. Je me suis dit, mais oui, mais même en France, on peut faire des films grandioses. J'ai amené tous mes amis le voir, j'ai peut-être vu 18 fois ce film. Et hasard, je reviens au départ de mon intervention, hasard, en 99, je tourne avec Peter Watkins La Commune de Paris, et l'été d'après, donc 99 juillet-août, avec Tony Gatliff dans Vengo. Donc les 2 personnes qui ont été, à l'origine d'une envie de cinéma chez moi,
se sont retrouvés être des gens avec qui je travaillais la même année, à quelques mois d'écart. Oui, mais alors, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, du coup, justement, ce fameux rapprochement avec l'un et l'autre, comment s'est-il produit? Vous vous rappelez? Pour l'un, vous parlez de Peter Watkins et de Tony Catliff? Avec vous, comment vous avez pu travailler avec eux, en fait? Alors Peter, il était embêté parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Il sentait bien qu'en France, il y avait peut-être moyen de susciter de l'intérêt chez un producteur, mais il ne savait pas lequel, une chaîne, il ne savait pas lequel. Et au fil des conversations, en discutant, on dit il y a Arte, ça a été fait Thierry Garel a présenté Sadoun, et ça s'est monté un peu comme ça. Et après, moi, je faisais pas de son sur la commune, j'étais vraiment son assistant, on va dire collaborateur de départ, même si j'ai pas été assistant mise en scène, mais je l'ai aidé à monter une équipe, à prendre des rendez-vous avec des gens que je connaissais ou qu'on m'avait conseillé, et ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est totalement atypique par rapport à mon parcours. C'est pas quelque chose que j'ai recommencé jamais, de faire autre chose que du son. Et avec Tony, c'est une rencontre d'un ami et associé qui avait vu son travail sur un film qui s'appelait Carnaval, dans le Nord. Et quand cet ami m'a dit tiens, Marco, tu y étais, bien sûr. Ouais. Deuxième assistant, Marco, Carnaval. Et pardon, je vais essayer de faire court, je reprends le fil de mes pensées. C'était Régis Leroux, son nom, et quand il m'a dit, voilà, je viens de rencontrer Tony Catliff qui a vu Carnaval et qui m'a appelé pour faire le son de son film Bingo, je lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, écoute, là, je serai ton assistant, tu n'as pas le choix, il faut absolument que je travaille avec ce monsieur. Je lui avais évidemment montré Les Princes avant qu'il rencontre Tony, etc. Et de fil en aiguille, cet ami a arrêté de faire du cinéma, pour des raisons totalement qui n'ont rien à voir avec ni moi ni Tony. Et du coup, Tony m'a proposé le film d'après, et celui d'après, et celui d'après. Donc il y a vraiment une part de hasard qui après est saisie ou pas. Et je crois que c'est un peu comme en amour, hein. Il y a une rencontre qui fait qu'on a 2 enfants ensemble et qu'on vit ensemble depuis 25 ans, ou bien qu'on ne fait pas d'enfants du tout, ou voilà. Donc pour revenir sur le thème du mariage, c'est effectivement, il y a un truc comme ça, qui peut être assez passionnel par moments aussi, avec effectivement des engueulades, des retrouvailles, ou très calme selon les cas. Bon, avec Tony, c'est les deux. Romain Cadillac, peut-être un mot? Et pardon, Romain, oui, c'est comme il a dit, ça a été très simple. On s'est croisés, il était stagiaire de mon associé, un autre, j'en ai pas beaucoup, mais j'en fais le deuxième. Et il m'avait dit le plus grand bien de Romain. Effectivement, j'étais à la recherche de quelqu'un sur le film Liberté. Et puis après, moi je demande pas des CV, je demande pas grand chose. On se regarde dans les yeux, on se parle 5 minutes, et puis voilà. C'est encore un truc d'instinct et de sentir les gens, quoi. Et je le regrette absolument pas, évidemment. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vrai que le cinéma, on parle toujours d'argent, on parle de technique, mais c'est avant tout de l'humain. Et un plateau ou un film ne peut se faire que s'il y a quelque chose qui se passe entre tous ces humains qui ont des postes très différents. Après, c'est vrai que selon les postes techniques, il y a des vrais compagnonnages, il y a des vraies équipes, il y a des vraies maisons, familles qui se créent selon les postes. Quand on est accessoiriste, on dépend a priori d'une équipe décoration, on vient par un chef décorateur. Mais c'est vrai que c'est un poste, moi par exemple, qui est très à part par rapport aux autres postes sur un film, parce que par définition, l'accessoiriste, il est tout seul au moment du tournage. Toute l'équipe décoration n'est jamais là. Elle prépare un décor, elle prépare les accessoires, elle livre le matériel pour que le film se fasse. Et après, c'est moi, accessoiriste, qui va donc gérer au moment du tournage le décor, la journée de tournage à l'intérieur du décor pour l'équipe, pour les comédiens, les accessoires que vont gérer les comédiens, mais je suis sans mon équipe en fait. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est très particulier par rapport à d'autres postes où c'est vrai que si tout à l'heure vous venez voir le documentaire sur ce chef opérateur, l'équipe image est par exemple quelque chose de très soudé parce que d'un seul coup ça représente beaucoup de gens sur un film. C'est-à-dire il y a le chef opérateur qui est derrière la caméra et derrière lui c'est des assistants caméra, c'est des électriciens, c'est des machinistes et c'est vrai que c'est un corps de métier qui par définition devient très soudé et puis aussi qui est important parce que la technique coûte cher, que c'est eux aussi qui font la journée de travail parce qu'on attend que la lumière soit faite, que la caméra soit installée, etc.
Et après, donc c'est vrai que tous ces corps-là doivent prendre. Et ce qui est assez, moi, ce qui me plaît dans mon métier d'accessoiriste, c'est que je suis un petit peu au milieu de tout le monde. Je suis un électron libre, et puis tout le monde vient vers moi me demander des choses, et puis c'est le rapport avec les comédiens. Mais c'est vrai que, un film peut, voilà, on peut faire un film sans argent, avec peu de moyens, mais sans humain, on ne fera rien. Donc c'est le plus important et c'est le plus beau. Et moi, c'est ce qui et c'est vrai qu'après, non, mais c'est que des rencontres et il y a tous les cas de figure. C'est vrai qu'on s'adapte, comme disait Alain. On fait des tournages des fois à l'étranger, on ne connaît pas les gens. Sur le film de Brigitte, il y a une partie de l'équipe qui est française, une autre partie qui est grecque. On fait ça, on commence le film quelques mois avant ce qu'on va appeler la crise grecque. On est sur une île, il n'y a pas de moyens, il y a plutôt les moyens qu'on va trouver sur l'île. C'est-à-dire que la technique, fabriquer des décors, trouver des accessoires, c'est un vrai travail voilà, où il faut tout anticiper. Il y a le problème de la langue. Moi, demain, si vous allez voir aussi le film qui s'appelle Espion, Nicolas Saada, il joue à la fois sur un film qui se passe beaucoup en Angleterre, dans l'histoire, telle qu'elle est écrite, mais qu'on triche parce qu'il y a une partie des choses qu'on fait en France, et on ouvre une porte, et le plan d'après, on est en Angleterre, mais on a tourné les 2 scènes à 2 mois d'intervalle. Donc tout ça, et puis c'est une autre façon de faire, la méthode anglo-saxonne aussi sur les plateaux, mais ça doit prendre en fait. Et des fois ça prend, des fois ça prend pas. Et ça tient à plein de petites choses comme ça, de faire un beau film. Pareil, Ouais. Jean-Pierre, sur comment on approche, comment on travaille avec un réalisateur, ou comment tu travailles. C'est un peu particulier, donc, puisque ma spécialité c'est le film d'animation, donc effectivement, j'ai pas affaire à des comédiens, sinon en faisant appel à leur voix. Oui, c'est ça, j'ai entendu. Donc, moi, il y a un déclic, en fait, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais d'abord été musicien, et puis je suis un peu passé en fondu enchaîné au cinéma d'animation. Et puis à ce moment-là, c'était au tout début des années 80, je rencontre un grand monsieur en fait du film d'animation qui s'appelait Paul Grimaud, qui sortait à ce moment-là le Roi et l'Oiseau, qui est devenu un film historique aujourd'hui. Et j'ai eu une discussion avec lui, on me l'a présenté, il faisait une tournée en Bretagne, on me l'a présenté en disant voilà, c'est le petit jeune qui démarre. J'ai dit bonjour monsieur, et il m'a pris un peu à part, et puis il me dit voilà, je vais te faire un cadeau. Il me reste en fait, à l'époque on travaillait encore de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec du papier, avec de la peinture, etc., etc. Il me reste encore tous les stocks en fait que je n'ai pas utilisés sur le Roi et l'Oiseau. Voilà, je te les donne et maintenant tu vas faire un film. Donc ça a commencé comme ça. Et il m'a glissé dans l'oreille. Et je te donne un petit conseil. Si vraiment tu veux faire du cinéma d'animation, ne travaille jamais avec des professionnels. Et ça m'est resté dans le creux de l'oreille. J'ai oublié, mais ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui en 2017, ça fait quelques années maintenant, et quelqu'un est venu frapper à ma porte. Et ce monsieur donc s'appelle Jean-François Leguioni, et c'est curieusement donc le disciple de Paul Grimaud. En l'occurrence, aujourd'hui, il est aussi l'un des grands réalisateurs d'animation en France, un des plus prolifiques. Et il me dit, voilà, je viens de voir, parce que je sais que tu as eu une connexion avec Paul, et moi, Paul, j'y pense tous les jours, donc j'ai envie de travailler avec toi. Voilà, c'est une belle histoire d'amour. J'avais rencontré Jean-François au début des années 80. On s'était vaguement parlé, comme ça, on avait joué au billard ensemble. Et puis voilà, c'est tout. On s'était pas attardé sur le cinéma lui-même. Donc je crois qu'effectivement, il y a des rencontres en fait qui sont chez nous, qui sommes plutôt des gens qui restons en discrétion. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'écran, on est plutôt des gens plutôt discrets. Les relations sont aussi assez discrètes, assez pudiques. Et avec Jean-François, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un taiseux, il parle absolument pas. Puis on passe par des approches comme ça, assez sympathiques, en buvant un verre, en contemplant la mer, par exemple. Et puis il y a des choses qui sortent tranquillement, mais il faut prendre le temps.
Ça, c'est un petit peu ce que j'ai appris avec ces gens-là, qui étaient complètement à l'opposé aussi de ce qui se faisait, je dirais, dans le monde industriel qui s'est créé dans les années 80, puisque moi, je suis vraiment quelqu'un qui est né dans cette période-là, sous un plan qui s'appelait le plan Jacques Lang, qui était le plan de l'industrialisation en fait du cinéma d'animation français. Donc, on commençait à créer en fait des ouvriers quelque part du dessin animé. Il y avait des quotas, il y avait des rendements. On commençait à délocaliser en Chine, dans l'Asie du Sud-Est, puis aujourd'hui en Inde, etc., etc. Et à un moment, c'est un peu full up et on a envie de revenir à ses amours premières. Et c'est là que la petite phrase de Paul m'est revenue dans l'oreille. Je me suis dit, ben voilà, je rentre en Bretagne, je vais travailler en Bretagne. Et avec des gens qui me seront proches et des amateurs. Mais qui sont devenus d'excellents professionnels. Oui, alors je vais vous dire bonjour parce que j'ai oublié tout à l'heure, pourtant je suis un garçon bien élevé, je crois. Je suis désolé. Voilà, donc bonjour. Des matins potes en breton. Bonjour les amis. Alors moi, c'est comme disait Eric tout à l'heure, nous, les acteurs, les comédiens, on est demandé. Moi, j'étais en 2e année au cours Simon, je préparais le conservatoire, je faisais déjà des feux à la Comédie Française, et je suis rentré un jour, il y avait la télévision, c'était aux Alouettes, tout en haut. Parce qu'à l'époque, cinéma-télévision, on pouvait faire les deux en même temps. Aujourd'hui, une vedette de cinéma qu'on retrouve à la télévision dans une série, les mauvaises langues considèrent qu'il est en régression. Mais ça, c'est à voir. Donc, j'ai démarré comme ça. Je suis rentré un jour dans un bureau, parce qu'on tapait les bureaux, ça s'appelait le couloir de la honte. On tapait tous les bureaux. Alors, on faisait 24 dans l'après-midi, 24, 25, je sais plus. Et on demandait, il n'y a rien pour moi, on donnait nos photos. Et je rentre avec mon cocker, gonflé quand même. Et le mec en face de moi, il a un cocker. Et il s'appelait Guy Lefranc. Et ce monsieur m'a fait faire 18 télévisions. Donc, c'était quand même pas mal. Et voilà. Alors, pour revenir à une certaine fraternité après Bon, moi, j'ai pas tourné souvent avec les meilleurs metteurs en scène, mais ou les metteurs en scène tout court. J'ai fait 2, 3 films. Non, mais c'est vrai. J'ai fait. Mais faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, Monsieur Daoum. J'ai fait 2 fois, 2, 3 fois, mais j'ai pas suivi une vraie famille. Et je vais surprendre tout le monde certainement. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé, c'est que la plus grande fraternité, je l'ai trouvée un jour. Guy Dirigo était un cascadeur comédien. Et c'était le parrain Non, Robert Hossein était le parrain de sa fille. Et il montait Les Misérables. Et là, il y avait la fine fleur de la cascade française. Il y avait 29 cascadeurs, le top. Des Perches, les Rollats, les Bretons, les Perreurs, il y avait le top niveau. Et Guy m'appelle, il me dit, bon, dis donc, Pat, t'as quel âge? Ben, j'ai 41 quand même. Bon, ça va, tu pèses combien? Ben, je suis 85 et en muscle. Il me dit, tu montes à cheval? Je monte à cheval. Épée, ben, je dis, je sabre. Et il me dit, bagarre, d'après ce qu'on me dit de toi, t'es quand même un sacré batailleur, tu sais de balle. Ben, je dis, oui. Il me dit, ok, t'as 6 semaines avec nous. Je rentre dans l'équipe de cascade de Claude Carriez. Et là, j'ai trouvé un truc fabuleux, quoi. Des mecs qui se la pètent pas, qui prennent des risques, et qui étaient des professionnels exemplaires. Mais exemplaires. À tel point que le dernier soir, comment s'appelle-t-il, Lino avait fait un grand pot d'adieu, et il n'y avait plus qu'une voiture dans le parking, et moi je cherchais la mienne. Il y avait une voiture marron. Bon, ma Ford à moi était blanche. Et l'équipe de cascade m'avait bisuté, ils n'avaient pas de ma Ford. Et Guy m'a appelé, il m'a dit, t'inquiète pas, s'ils t'ont bisuté, c'est que... Et ensuite, ils m'ont appelé le lendemain, presque tous, en me disant, on te connaissait pas, on savait pas d'où tu venais, t'as assuré. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et aujourd'hui, je vous assure, j'ai 20 ans, j'ai 23 ans, je reviens de la guerre d'Algérie, je fais 10 ans de cascade, je rentre au cours Simon, et je deviens acteur à 33, 34 ans, pas avant. Voilà ce que je fais. Alors peut-être maintenant sur, merci, sur l'aspect plus, on va dire, technique et pratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle, en fait, chacun à votre place dans un film,
peut-être aussi les étapes, quand c'était l'écriture, comment ça se passe, et combien de temps, etc. Quand vous êtes accessoiriste, qu'est-ce que vous faites exactement, parce que le public ne sait pas. À quoi ressemblent vos métiers? Parce qu'on peut peut-être donner des, voilà, des pistes, et puis de faire envie, et puis faire des, pourquoi pas, créer des vocations. Qui commence? Moi, quand un réalisateur veut travailler avec moi, me propose un rôle que j'accepte, j'ai tendance à dire que je dois bien le trahir. C'est-à-dire qu'il projette sans doute une vision de quelque chose, d'un personnage qui sera incarné par moi. Moi, ma fonction à cet endroit-là, c'est d'aller au-delà de cette vision, en tout cas de lui proposer quelque chose qui rende possible et crédible son personnage. Alors c'est difficile de l'exprimer clairement, mais j'ai pas d'un cahier des charges précis. J'oscille entre moi, ce que je suis, interprète, et ma sensibilité, et le rêve d'un réalisateur plus ou moins précis. Donc je dois faire une proposition, arriver à un endroit où je pose quelque chose qui corresponde qui match, qui fonctionne dans son univers. Voilà, c'est ma fonction. Le jeu, c'est compliqué. Je viens de dire un truisme, donc c'était mieux que vous n'entendiez pas. Non, mais c'est vrai que le jeu, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas pareil au théâtre, au cinéma. Je sais qu'on est là pour le cinéma. J'ai une petite théorie à moi, qui est que le théâtre, c'est masculin, le cinéma, c'est féminin. Je m'explique. Quand on est acteur sur une scène de théâtre, on va chercher les gens et on les amène à soi. C'est un geste que moi je considère comme masculin. Ça peut être un battement de cils. Il ne s'agit pas de projeter, de faire pan l'acteur, ce que j'appelle pan l'acteur, d'être de face, dans la lumière. Là. Non, non, on peut être de dos, on peut être, encore une fois, un battement de cils. Et j'ai souvenir d'un battement de cils, justement au Palais des Papes, qui avait, mais j'entendais la respiration des gens. Il y avait 2000 personnes quand même à l'époque. Il y en a un peu moins aujourd'hui. Bon, ça c'est masculin. Maintenant, la caméra, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. La caméra, c'est quelque chose qui vous aspire, qui vous prend. Et si vous ne vous laissez pas prendre, ça ne marche pas. Alors évidemment, il y a le regard du metteur en scène, son choix. Il y a aussi le regard de celui qui est derrière la caméra. Et c'est vraiment comme un cordon ombilical. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décrocher de cette personne. Et moi, au début, je jouais comme si l'équipe était un petit public de théâtre. J'avais tort. Ça fait de la déperdition de centrage. Enfin, centrage, c'est moche, mais ça fait de la déperdition de noyau, on va dire. Alors que si vous avez votre noyau et celui du caméraman est lié par cette chose invisible, évidemment, mais que moi j'appelle un cordon ombilical, si ça se passe bien, mais c'est à la respiration près. Si par hasard un travelling est raté, c'est-à-dire qu'on voit pas mettons, on fait un travelling où on a besoin de voir vos yeux, parce que vous regardez quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur du travelling, si les yeux le regard n'est pas dedans, c'est pas forcément vous qui n'êtes pas à la bonne place, c'est que le mec qui pousse le travelling, ou la nana, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait tout, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. Et quand on est ensemble, c'est Mozart, quoi. Il y a des gens qui poussent un travelling avec c'est exceptionnel, et puis il y a monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui pousse. Voilà. Et ça, pour rattraper ça, c'est impossible. C'est une chose, c'est très très physique dans les deux métiers. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, être actrice de cinéma, j'ai enfin compris ça, c'est évidemment entendre tout ce que le metteur en scène vous a dit en préparation, et puis essayer de se préparer, mais se laisser prendre. Par ailleurs, quand je suis metteuse en scène et que je dirige mes acteurs, je leur parle toujours tout bas. Parce qu'il y a des metteurs en scène qui parlent quelquefois fort et de façon détestable à leurs acteurs. Je dirais pas de nom parce que c'est plus courtois. Mais sur un gros film, j'ai entendu cette pauvre actrice, qui pourtant était largement méritante, se faire dire « Et pourquoi est-ce que tu marches comme ça, on dirait une danseuse ?» Avec ce ton-là. Je me suis dit « Oh la vache, quand ça va être mon tour, si c'est comme ça va être terrible, je vais m'évanouir. » En fait, non, oui, ça s'est bien passé, il était courtois, ce jour-là. Mais c'est important de parler tout bas à l'oreille des acteurs. C'est des chevaux. Non, alors maintenant, je m'explique sur les chevaux. C'est vrai que, à part leur parler à l'oreille, c'est que si on veut que son cheval avance, il faut lui donner du foin.
Un acteur, il faut lui donner du foin. C'est une machine, une âme qu'il faut nourrir avant, après on lui fout la paix, parce qu'il prend effectivement la relève. Les interprètes sont des gens intelligents, ils savent lire un texte. Il y a aussi les metteurs en scène qui vous disent, là elle est triste, oui, j'ai lu le scénario, il écrit, elle sanglote. Bon, non mais la direction d'acteur, pour moi, c'est, il y a une autoroute qui est le film. Et puis, on laisse trotter les acteurs. S'ils prennent un petit chemin de traverse, c'est à nous de les remettre tout doucement sur la voie, le plus doucement possible. Alors après, il y a le temps, la nervosité, la fatigue, tout ce qui peut faire dire des bêtises, mais c'est juste ça. C'est parler tout doucement. Puis alors là, il y a les acteurs qui sont des éponges, et c'est merveilleux. Et puis il y a les acteurs qui sont pas d'éponges, et ça peut être merveilleux, qui sont monolithes, et c'est bien aussi, parce que c'est une force. C'est une autre. Il y a des tas de races d'acteurs. Il y a les acteurs de la première prise, les acteurs de la troisième prise. S'ils jouent ensemble, c'est pas facile. Voilà. Bon, je crois que je voulais juste. Moi, j'ai fait ce métier pour pas aller à l'usine. Non, mais c'est imagé. Et un jour, le ciel m'est tombé sur la tête parce que je suis tombé dans une pièce de théâtre que j'ai joué 4 ans, qui s'appelait Viens chez moi, j'habite chez une copine. Les gens se battaient pour venir nous voir. On a fait 5 théâtres, tous plus grands les uns que les autres. On a fini au gymnase, 1100 places, tournée de 700, machin et tout. Et c'était un boulevard qui volait là. Comme quoi. Mais c'était, pour moi, c'était magique, quoi, parce que c'était comme disait Brigitte, c'est jamais le même public et il faut qu'on aille vers les publics. Mais à la première réplique, si on les loupe dans un boulevard, c'est grave. Donc voilà, ça c'est pour le plan théâtre. Et puis après, j'ai joué des pièces un peu plus sérieuses. Je déconseille à tous les acteurs qui sont ici de jouer du Lars Norén. Hein, j'ai cru devenir fou. C'est très très bien, c'est superbe cet auteur. Oui, mais magnifique auteur suédois, je l'accorde. Mais moi, ça m'a ruiné. Je rentrais chez moi, j'étais déprimé, je mettais des tontons flagueurs, tu vois. Je te jure, mais j'étais décapé. Oui, mais je comprends. Non, j'avais pas fini. Et donc, au niveau cinéma et télévision, ben, c'est autre chose. Il y a 2 sortes d'acteurs. Il y a les acteurs d'instinct, qui à la seconde même, boum, au moteur, à action, peu importe le truc, peu importe le bruit, ils y sont. Puis il y a les autres qu'il faut qu'ils se... Au théâtre, pareil d'ailleurs, il faut qu'ils se concentrent. Alors moi, je suis un pollueur de première, parce que je suis très disert, très bavard, je fais chier tout le monde d'ailleurs. On dit pas très, bon voilà. Et Depardieu m'a dit un jour, gros compliment, il dit, t'es comme moi, hein, t'es un acteur d'instinct avec sa bêche. Et au même moment, il baisse son froc et il baisse son caleçon, dans les compères. Et moi, je suis, la caméra comme ça, contre-champ sur moi. Vas-y, Nénès, en 1 seconde et demie, en un dixième de seconde, faut être concentré. Ben, j'étais concentré, voilà. Non, il y a plusieurs sortes d'acteurs, je vous assure. C'est ce que je voulais dire. Oui, moi j'ai besoin d'un sas d'1h30 quand je joue au théâtre. Pardon, j'ai besoin d'un sas d'1h30 quand je joue au théâtre, parce que pour vraiment faire le rideau de fer entre ce qui s'est passé dans la journée, même les choses merveilleuses, ou bonheur, ou quoi que ce soit, et être là, et le maquillage, et l'habillage, et le coiffage, quelquefois la perruque, les corsets, les machins, tout ça c'est une chose qui vous achemine vers... Et puis, et c'est vrai que je suis une grosse traqueuse, donc je suis près du mur, là, près du pompier, tous les soirs à tenir le même. J'ai lié un endroit dans le théâtre où je me cache et tout le monde se fout de ma gueule parce que les autres. Et alors il y a les acteurs qui arrivent au dernier moment parce qu'eux ils font un compte à rebours différent. Moi j'ai joué avec Patrick Chenet. Patrick il est arrivé, il sentait encore le saucisson et de la bière qu'il avait bu au bistrot. Il finissait de boutonner sa chemise et à chaque fois je ne savais pas s'il allait rentrer en scène. Et on était les deux. Enfin il fallait qu'on soit là quoi. Moi, j'étais là très longtemps avant. Au cinéma, c'est pareil. J'ai besoin d'être dans un coin quand ça bavasse autour de moi. Je me suis obligée de m'éloigner. J'ai besoin de fermer la porte pour être croage dans le bateau du metteur en scène et pas juste faire ce que je sais faire. Voilà. Quand vous êtes réalisatrice, c'est pareil ? Ah ben non, là j'ai pas le choix. Ah, si, il y a un endroit où personne ne vous emmerde, c'est les toilettes. Quand je doute, je vais aux toilettes, donc tout s'arrête. J'ai commencé avec mon court-métrage déjà comme ça. Je vais aux toilettes, je ferme la porte et je dis qu'est-ce que je veux ? Pourquoi il veut pas le faire ? Qu'est-ce que je veux ? Et je ressors, j'ai la solution. Je pense à une vitesse incroyable. Ça m'est arrivé sur mon court-métrage avec un acteur qui s'appelle Jean-François Stévenin, qui est comme parce que faire tourner un metteur en scène, c'est encore une autre histoire. Hein. Et donc, il y a souvent ceux qui veulent régir la place de la caméra. Et donc, moi, j'étais enceinte jusqu'aux yeux, et Jean-François me dit « Oui, mais dis donc, la mère, pourquoi tu ferais pas ça au lieu de ci, nanana, nanana ?» Commence à m'embrouiller un peu.
Voilà, alors, mais il avait des bonnes idées, c'est un acteur formidable d'instinct. Et donc je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc je fonce aux toilettes et je reste enfermée et je reviens, et pour être très agréable, je lui dis, c'est une très bonne idée et on va faire comme tu as dit, juste que je vais commencer un tout petit peu plus en amont et je vais aller vers toi comme j'ai envie, parce que il y aura mon ventre, ma rotondité, et j'ai posé lui dire, ton crâne chauve de nouveau-né. Mais c'était ça que je voulais en fait, je voulais qu'il baisse la tête vers mon ventre, j'avais le plan dans la tête, et donc je lui dis, si tu peux te pencher au moment où on arrive sur toi, ce sera formidable. Et il me dit, bon, d'accord, mais en fait c'est ce que je disais. Je dis, tout à fait. Je lui dis, mais tu oublies pas de pencher la tête. Donc en fait, j'avais multiplié mon désir par 2, en l'espace de rien, parce que j'avais pas été aux toilettes, enfin j'étais juste enfermée. Et donc voilà, et j'ai eu le plan que je voulais. Donc, mais oui, quand on est metteur en scène, Valérie Zlotowski, non, elle s'appelle pas Valérie, Rebecca Zlotowski, qui est quelqu'un que j'aime énormément, et qui est très, moi je suis zen à côté d'elle, m'a dit un jour, mais sur tes plateaux tu pleures? Et alors je dis, bah oui, de temps en temps je vais aux toilettes, je vais pleurer, puis je reviens quand je me mouche et je reviens. Ah mais non, moi je pleure tous les jours devant tout le monde. Hein. Enfin je veux dire, il y a autant de personnes que de metteurs en scène. Moi je vais pleurer un peu aux toilettes quand tout d'un coup. Mais c'est sur les premiers films, après on se rend malade, mais on se rend malade différemment. On pleure plus, quoi. Quand tu parles de l'usine, c'est marrant, moi ça me fait... En fait... Non, mais moi ça me fait rebondir sur autre chose. Ce qui me plaît, je me vois mal ne pas faire de cinéma. Ce qui est intéressant, on fait tout le temps la même chose quand on fait un film. Mais on le fait toujours avec des gens différents et notre bureau, il change tous les jours. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on est sur un nouveau décor, on fait des nouvelles rencontres, et parce que tu te demandes comment on travaille, comment ça se fait un film, on a beau préparer, anticiper les choses, c'est peut-être comme au théâtre, mais ça se passe le jour J. Et puis après, vous avez des réalisateurs qui savent ce qu'ils veulent, d'autres qui vont essayer, qui vont trouver en cherchant et en tournant. Il y en a qui sont très directifs, et je pense que c'est pareil. C'est un mélange de tout ça. Et c'est vrai que, alors moi, ce qui me fascine, et c'est marrant parce que là, on faisait parler les comédiens. Moi, par exemple, il y a des choses que je pense que plein d'accessoiristes ne font pas, mais comme moi, j'aime aussi les comédiens et les talents. Des fois, j'essaie d'être un peu proche des comédiens, pas que seulement au moment où je vais leur donner leur accessoire ou leur valise ou leur dossier ou leur cigarette qu'ils doivent allumer. J'ai envie de les choyer. C'est vrai que quand on est sur le film de Brigitte en Grèce, on va pas se plaindre, c'est comme ici. On est au bord de la mer, il y a du soleil, il fait beau, on pourrait être en plein Paris dans un 2 pièces cuisine. Mais quand on a une comédienne comme Emmanuelle Riva, on a envie de l'entourer. Mais on a aussi un petit bébé, on a des ados qui n'ont jamais joué au cinéma. Et c'est un vrai plaisir aussi de côtoyer ces gens-là. Et puis, au milieu de tout ça, faut que j'aille les accessoires, les décors, un bordel ambiant parce que il y a un vent de folie sur l'île et que des fois, on s'entendait pas à 3 mètres. C'était hallucinant. Hein. Moi, les premiers jours de tournage, on ne s'entendait pas, quoi. Fallait être proche de la caméra pour savoir ce qui se passait, quoi. Et tout ça, ça fait un film, en fait, c'est vrai. Et puis après, par exemple, moi, j'ai travaillé sur le dernier film de Stéphane Brisé, avec qui j'ai jamais travaillé. Et tout à l'heure, tu me demandes comment tu fais pour préparer un film, faire les choses. Moi, je ne peux être efficace sur un tournage que si l'équipe décoration a bien préparé son travail, c'est-à-dire, elle va me livrer en effet des éléments pour que les décors soient prêts, et puis après, on évolue dedans. Et c'est marrant parce que Stéphane Brisé, c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Et il a travaillé avec la même chef décoratrice tout le temps. Et elle, à chaque fois qu'on changeait de décor, c'est-à-dire un jour on tourne dans la chambre d'un personnage, le lendemain dans la cuisine ou dans le jardin, elle revenait et systématiquement, elle apprêtait vachement bien le décor, en mettant un petit bouquet ou un petit truc, et elle n'avait jamais compris que lui, ce qu'il voulait, c'était tout le contraire. Et en fait, c'est tout ça. Il faut se mettre au service d'un réalisateur et que voilà, tout change tout le temps, quoi. En fait, faut être toujours déjà prêt. Et accessoiriste, c'est un peu ça aussi. Mais juste concrètement, par exemple, juste pour finir sur cet exemple précis, par exemple avec Brigitte, puisque vous êtes là tous les deux, sur comment tu dis les décorateurs travaillent et j'arrive. Donc concrètement, il se passe quoi, par exemple, juste un exemple précis sur une journée type, par exemple. C'est un peu le contre-exemple parce qu'il y avait tellement de choses à faire sur le film de Brigitte. Non, mais ça faut vous le voyez. Ou sur les ou sur Espions de Saada, qu'on voit demain aussi. En fait, concrètement, l'accessoiriste, oui,
il va faire en sorte de faire évoluer le décor avec l'équipe. En fait, c'est tout ça. En fait, faire un film, c'est faire des plans, des chants, des contre-chants, s'installer, refaire, défaire. Et l'accessoiriste, il va faire évoluer tout ça, c'est-à-dire le décor pour le jeu, pour placer la technique, et puis aussi s'occuper des comédiens de ce qu'ils ont à... Est-ce que par exemple tu travailles sur photo ou c'est les décorateurs qui font ça? Est-ce que vous travaillez sur photo, d'après photo par exemple? Est-ce qu'il y a des moments où vous prenez photo? Ça, c'est des discussions qui sont en amont, avec le réalisateur, avec un chef opérateur. Et moi, c'est vrai que j'arrive très tard en fait. On pense que l'accessoiriste, c'est celui qui va aller acheter l'objet ou tout. Pas du tout. Moi, on me le confie. Il y a une scène de repas à table, c'est le pire, le cauchemar pour un accessoiriste. On est 15 à table, alors si en plus vous avez 15 rôles, c'est l'enfer, parce que pour peu que ça soit un plat hyper élaboré à manger, au début de la journée, chacun son assiette chaude et tout bien fait, à la fin, vous n'avez plus le temps. Et les verres aussi, c'est l'enfer. Mais c'est vrai qu'accessoiriste, moi, on va me livrer la table, les couverts, la nappe, la bouffe, et je vais faire et refaire. Mais moi, j'ai pas fait les cours, j'ai pas le temps. Moi, je suis tout le temps sur le plateau, c'est justement mon équipe décoration qui prépare tout. Par définition, l'équipe décoration, le mardi, elle démonte le décor du lundi, elle prépare celui du mercredi. Et moi, je suis tout le temps avec le reste de l'équipe. Non mais hier soir, tu me parlais... Voilà. Après, je racontais une anecdote sur Nicole Garcia, que tu ne connais pas, sur les chèvres et sur Nicole Garcia. Ah, c'était un cauchemar, l'histoire des chèvres. Mais bon, vas-y, raconte-la. Non, je vais raconter une anecdote. En fait, faut que vous ayez voir le film ce soir, comme ça, vous comprendrez. On a tourné sur une île qui s'appelle Milos, qui est toute petite, et... il y avait une scène sur la place du marché où à un moment la famille va acheter du poisson. Et parmi les choses, en fait, il y a des choses qu'on anticipe. Donc vous vous dites, c'est un stand, il y a du poisson et tout ça. Et puis il faut des paniers, etc. Et puis d'un seul coup, on me demande de l'argent, chose que j'avais pas, ou un porte-monnaie. Donc je fouille dans mes affaires. Je donne un porte-monnaie à Nicole Garcia, qui devait jouer la scène avec le vendeur de poissons. Je mets des faux billets dedans. Je lui laisse le porte-monnaie. On finit la scène, on change de plan. Le plan d'après. Elle était au bistrot, sur la place du bistrot, et avec l'argent que je lui donnais, qui n'était pas le sien, et qui pensait que c'était du vrai, elle s'est payé un verre, ou elle avait payé une tournée, je sais pas qui. Elle avait écoulé un faux billet. Voilà. Ça, tu savais pas. Mais ça, c'est Nicole, elle fait tout ce qu'elle fait, ça marche. Mais même les faux billets. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est un rêve, rencontrer et côtoyer des gens comme ça. Philippe Welch, peut-être un mot sur qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur du son sur un plateau? Ou alors peut-être en amont, quel est le temps de préparation, quel est le temps sur le plateau, quel est le temps après? Pour les néophytes, hein, il faut parler pour les néophytes. Il y a l'aspect technique que tout le monde comprend. D'abord, on est vraiment, j'insiste lourdement, on est au moins 2 à faire le son, parce que il y en a un qui a un casque sur les oreilles, et puis tous les micros qui arrivent sur un pupitre pour les mélanger. Et puis il y a un élément qui est ultra important, qui est le micro principal, qui est au bout de la perche, qui se balade au-dessus des comédiens au bon moment, en évitant les ombres, les cadres, etc. Donc ça, les lustres, oui, le cas échéant. Ça c'est assez simple à concevoir, et on fait à peu près tous la même chose, je crois, avec le même équipement. Moi, s'il y a quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister par rapport à ce métier-là, c'est que, contrairement au chef opérateur où on va prendre un tel ou un tel parce qu'il a un style d'image ou telle réputation ou je ne sais pas quoi, ou un interprète, évidemment, personne ne peut jouer tous les rôles de la Terre, donc il faut mettre en adéquation un rôle et une personne physique. Au son, c'est peut-être plus interchangeable au niveau technique et encore une fois matériel, puisque aujourd'hui on a tous à peu près les mêmes outils et la même manière de travailler. Donc ce qui reste, c'est l'humain en fait. C'est l'interaction entre un ingénieur du son, son assistant ou ses assistants, les comédiens, les comédiennes, le réalisateur, le reste de l'équipe. Parce que tout seul, si on n'est pas copain avec tout le monde, on a du mal à faire du bon boulot, quoi. Ceci dit, j'entends, et j'admets sans doute que vous avez tous les mêmes outils, mais on est tous ici aptes à constater que d'un film à l'autre, franchement, les prises de son et la qualité du son, et sans parler de la façon de dire les phrases, mais déjà de capter ce son est complètement différente. Donc vous pouvez avoir des techniques identiques et un résultat médiocre ou exceptionnel quand même. Il y a des vraies nuances. Moi, en tant que spectatrice,
ce que je pourrais dire. Donc ça, c'est un peu un mystère, mais c'est quand même dû à des compétences, j'imagine. Mais vous avez les mêmes outils, j'entends bien. Je pense que c'est une question de matière première aussi. Voilà. Et que C'est-à-dire nous, on enregistre quelque chose qu'on nous donne à enregistrer. Et la façon dont le comédien place sa voix, la façon dont les cadres sont imaginés, ça détermine beaucoup aussi le résultat de la prise de son. Et le décor. Et le décor. Donc en fait, on est très sensible, on est très... enfin, les nuisances sonores, on est très fragile face à ça, quoi. On n'a pas beaucoup de solutions pour travailler contre ça, sauf des solutions des fois un peu lourdes, pas très compatibles avec un rythme de tournage où on doit changer de plan rapidement. Donc c'est aussi, bon, par exemple, si je prends l'exemple du film qui passera demain de Gatliff, c'est une matière tellement généreuse et... Par exemple, là, il faudrait remonter votre micro un peu. Et vivante et colorée. C'est relativement, enfin je sais pas Philippe ce que tu en penses, mais c'est relativement simple, quelque chose dans un décor bruyant avec un jeu peut-être moins assumé ou en tout cas très intérieur, ça va être beaucoup plus difficile. Un cadre, en fait ça dépend de ce qu'on veut montrer aussi. S'il y a le décor en même temps que la comédie, que le jeu de l'acteur, c'est plus compliqué. Voilà, c'est aussi ça qui fait la différence à la fin. C'est voilà, la matière qu'on nous donne. Donc finalement, c'est pas pour nous dédouaner, mais on est très dépendant de ça, quoi. C'est les conditions dans lesquelles vous devez prendre le son, si j'entends bien. C'est qu'à chaque fois, vous avez ou pas un confort plus ou moins grand dans l'exercice de captation. Enfin. Voilà. Après, je pense que une des qualités qu'il faut quand on est ingénieur du son, c'est peut-être tout en allant dans le sens du réalisateur, de son envie, de pouvoir changer tel ou tel aspect d'une scène pour que le résultat soit plus intelligible. Et en fait, pas l'intelligibilité pour l'intelligibilité, mais tout simplement pour qu'on oublie qu'il y a eu une prise de son, pour qu'on oublie qu'il y a eu une interface technique entre le moment où ça a été enregistré et le moment où c'est projeté dans une salle. Et il y a aussi plein d'étapes derrière, c'est-à-dire montage son, donc tout ce qui est après, la post-production, montage son et mixage, jusqu'à la qualité de la salle qui détermine... en fait, on est assez dépendant de tout ça, quoi. Concrètement, vous suivez toutes les étapes où vous avez alors l'ingé son, après il y a le mixeur, après. Ou est-ce que vous êtes à chaque étape, à un moment donné, vous avez un regard, notamment quand on est ingénieur du son, par exemple? Je parle pas forcément du perchman, mais peut-être de l'ingénieur à ce moment-là. Il y a une continuité, oui. Après, c'est quand même assez sectorisé par la logique des choses. En fait, on est soumis à une espèce de logique de production qui fait qu'on n'est pas forcément disponible au moment où les choses se passent après le tournage. Mais on essaye. Moi, j'ai fait un petit peu aussi de montage son, donc sur le film sur Liberté, encore une fois. Donc là, c'est très très appréciable puisqu'on récupère les sons, la matière qu'on a enregistrée soi-même et on sait contre qui on peut râler si c'est pas bien, quoi. Enfin, on peut trouver des solutions plus rapidement en tout cas et aller chercher la matière où elle se trouve assez rapidement. C'est vrai que c'est intéressant et même pour le mixeur, c'est intéressant d'avoir un retour de comment ça s'est passé sur le tournage et pourquoi ça sonne comme ça, pourquoi là à ce moment-là le film il ressemble à ça. Enfin. Voilà, c'est une continuité qui serait souhaitable d'avoir un peu plus, en fait. Oui, mais parce qu'en fait, c'est une contribution, c'est une addition de talent, mais c'est vrai qu'il y a des moments clés comme ça où c'est un peu surprenant, en tout cas pour les néophytes, de se dire comment se peut-il qu'un ingénieur du son, par exemple, n'aille pas... forcément, il collabore à un moment donné avec le mixeur, parce que sinon, c'est comme si tout le travail en amont était digéré par une seule personne au final, mais en fait, c'est pas ça. Vous avez quand même les regards croisés qui continuent. C'est pour ça que les cérémonies des Césars, il y a beaucoup de monde qui monte sur scène et on ne sait pas très bien qui a fait quoi en fait. nous, on le sait, mais je pense que vraiment pas grand monde, il n'y a pas grand monde qui. Moi, j'ai une dernière question juste par rapport à peut-être à vous, vous deux ingénieurs du son. C'est quand vous parliez de vision, pour le coup, la volonté du réalisateur. Quand on est preneur de son, quand on est ingénieur de son, qu'est-ce que ça dit exactement? C'est-à-dire vous parlez de son, de bruit, d'ambiance, de comment ça se passe? Comment c'est décrit par le réalisateur? Après, ça dépend des collaborations. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent au scénario, hein, au niveau de un scénario
normalement, va décrire autant des perceptions visuelles que des perceptions sonores. Et quand je dis perception sonore, ça passe par le dialogue, évidemment. Un dialogue, s'il est bien écrit, ça sonne bien. Si c'est mal écrit, on aura beau mettre toutes les volontés du monde. Souvent, quand il y a quelque chose qui cloche, il faut aller en amont le plus possible avant de mettre, je sais pas, le micro en question ou l'acoustique de la salle. Il y a quelque chose de magique qui se passe même avec même un matériel rudimentaire. Et, bon, il y a plein de films qui se sont faits avec un micro et puis un enregistreur à bande qu'on entend encore aujourd'hui avec les yeux pleins de larmes, tellement c'est magnifique. Donc c'est pas... Comme disait Romain, la source du son, c'est comment est-ce qu'on empêche que, je sais pas, si je suis en train de vous parler en même temps que je triture un journal, bon, ça va faire plus de bruit. Celui-là encore, il n'est pas trop méchant. On appelle son copain Marco, accessoiriste, il a un petit vaporisateur, il met de l'eau là-dessus, ça se voit pas, et le papier fait beaucoup moins de... Voilà, le papier va faire beaucoup moins de bruit. Ça, c'est un détail pour faire comprendre l'artisanat qu'il y a derrière ça. Et tout est en fait artisanal. Au son, on est arrivé les derniers dans le cinéma, et on se fait notre petite place en essayant de ménager des choses qui ne sont pas prévues du tout pour ça, à la base. Par exemple, excusez-moi de vous couper, j'ai une question, moi, qui me taraude, c'est que quand parfois, ça nous est tous arrivé, je pense, on voit un film qui est extra, et on se retrouve avec soit l'acteur n'articule pas assez, soit pas assez fort, soit... Alors on est frustré, on dit c'est pas possible que sur ce plateau, où ils sont 50 ou 100, il n'y en ait pas un qui ait osé dire c'est pas assez fort, ou c'est trop, ou c'est brouillé. Ça, c'est quand même une intrigue pour le spectateur, je vous le dis comme je le pense. C'est une question d'argent, quand même, de temps, parce que le temps, c'est l'argent, et le son, c'est hyper important, et c'est de moins en moins bien considéré par les productions où il faut tourner plus vite, et donc on n'accorde pas assez de temps à la construction du son. En amont, sur les scénarios, quand on dit, voilà, je voudrais un Beretta, c'est pas un Lugère, bon, pour ceux qui aiment les armes, pas spécialement moi, mais bon, voilà. Mais bon, quand on dit, voilà, c'est un verre qui sonne comme ça, voilà. Et après, il y a aussi l'étape du montage son qui se fait trop vite de nos jours. Le mixage se fait trop vite de nos jours. Je parle même pas du bruitage, où tout d'un coup, on se retrouve avec 2 pauvres jours et demi. Enfin, je parle d'une production moyenne française. Et souvent, le son... dans les films français n'est pas très bon, pour des tas de raisons. Alors bon, nous on avait à vendre Force 9, c'était hyper compliqué, mais donc il fallait reconstruire les choses, il fallait reconstruire. Mais il y a une chose qui est, bon, je sais pas, vous allez m'expliquer ça, parce que depuis toujours on met des patins, c'est ce qu'on appelle des patins sur les chaussures des acteurs, on met un peu de moquette pour pas que ça fasse de bruit quand on fait 3 pas. Moi, personnellement, je sais bien qu'on fait pas du pré-mixage, on fait du direct, mais donc on fait pas de bruit. Et puis après, au bruitage, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mec qui fait... avec des chaussures à talons, en général c'est un garçon qui fait du 47 et qui vous reproduit des pas. Voilà. Et moi je vais au bruitage parce que je prétends que j'ai une oreille absolue. Et en tant que fille, quelquefois on est obligé de faire bien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc au mixage, un jour j'avais un mixeur, après on est devenus très addicts ensemble, qui est un peu macho. Et puis je me dis, bon, alors il comprend rien de ce que je lui dis, il faisait comme ça. Et donc je me dis, il faut que je gaule une erreur. Donc je me suis mise au fond, et il était là. Et puis je lui dis, il manque un pas. Il écoute, il manquait un pas. Et puis on continue, et puis tout d'un coup, et je lui ai dit, il manque un pas. Il fait, oh, Brigitte, il manquait un pas. À partir de là, ça a été velours. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'absenter? Encore une fois, moi j'étais très naïve, je faisais du pré-mixage sur mon premier film, c'était un cauchemar, il y avait 6 sons au bout de 4. Les Américains, je trouvais que c'était trop clean ce qu'ils faisaient, je trouvais que ça manquait de profondeur pour le son. Alors là, je veux bien qu'on en parle parce que moi ça me passionne. Par exemple, il y avait une fille, c'était le Ramadan, il n'y avait personne dans la rue. Il y a une fille, vous verrez le film peut-être, il y avait une fille qui marche dans la rue, elle a vu ce qu'elle ne devrait pas voir, c'est-à-dire du racket du FLN, enfin bref, elle deviendra l'amoureuse. Pour Outre-mer. Ouais, voilà, elle marche dans la rue et c'était le Ramadan, sauf dans le quartier colonial. Donc j'avais mis une petite friture, et puis le chat, et puis une chanson d'époque, et puis machin, et on me dit, et puis je dis un peu de vent dans la Bougainvillée, on me dit, bon, ça va devenir, on va plus rien entendre, il faut absenter ça, la richesse et la profondeur, c'est pas non plus... Et puis aujourd'hui, on a ce que disait Piala, alors maintenant toutes les oreilles sont habituées, mais Piala disait, avec la quadrille machin, on croit que c'est l'ouvreuse qui vient d'ouvrir la porte, alors tout le monde tourne la tête, et je l'ai vérifié il y a pas longtemps, les gens tournent la tête quand même quelquefois, quand c'est mixé d'une façon... c'est incroyable ce qu'on peut
c'est une dramaturgie le son. C'est hyper important, autant que l'image. Enfin, quasiment autant que l'image. Et ce qui est formidable, moi, par hasard, quand 2 fois j'ai joué dans mes films, je répétais. Au début, j'avais pas de combo la première fois, donc voilà. C'était l'ingénieur du son. Je le regardais, s'il faisait une fois la prise faite, s'il faisait je savais, s'il faisait on recommençait. C'était mieux que ma script, c'était mieux, c'était la première oreille. Je veux dire, c'est très très important. Voilà. Bon, et on pourrait parler des heures. Moi, j'ai travaillé avec Hannuquin, qui est quand même Donc la question un roi. La question aux ingénieurs du son, c'était C'était pourquoi est-ce qu'on mate systématiquement les chaussures Philippe, pour les remettre après. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? On le fait pas Je suis systématiquement. un peu caricatural là, mais quand même, j'aimerais bien savoir. Bien sûr. Après, ça dépend du plan, de la taille. S'il y a plusieurs personnes qui marchent sur la réplique de l'autre, c'est toujours la même discussion. Il faut pas trop aseptiser. En même temps, il faut que ça soit montable aussi, parce qu'il y a plusieurs actes. Et les pas, c'est un rythme. Et quand c'est mélangé tout de suite avec la parole, on va pas pouvoir monter exactement. Ça fera tata plutôt que de faire tic tac tic tac. Ça fera tic tac tic tac. Bon. Il y a des trucs de montage aussi beaucoup dans le son. Hein. On fait beaucoup de choses pour le montage. Sinon, on laisserait tout vivre. Si on faisait que des plans séquences, allons-y, on ouvre tout et puis c'est parti. C'est très bien comme ça. Après, bon, c'est une discussion il faut que cette discussion elle ait lieu en amont et après, je dirais, c'est pas trop tard, mais c'est plus compliqué. En tout cas, avec le réalisateur et, si possible, avec les comédiens principaux. Moi, je rebondis sur les histoires de voix. Souvent, on me dit, là, j'ai vu tel film. Alors, c'est toujours sur les films français que ça tombe, hein, forcément, mais on comprend pas les dialogues. Ou à la télé, par exemple, on comprend rien. Ils parlent pas assez fort. Ou pourquoi l'ingénieur du son, il n'a pas réussi à faire sortir le dialogue? Et bon, il faut bien comprendre qu'il y a un rapport de volume entre une voix très faible et il y a une tendance à parler de moins en moins fort dans le cinéma en général. Hein, c'est pas tout le monde, mais quand même dans les jeunes générations. Et il y a un rapport qui peut arriver jusqu'à si le tissu qui est porté est d'une qualité un peu synthétique ou quoi, ce bruit de chemise contre la cravate ou de veste contre la chemise va devenir aussi fort que la voix elle-même. Donc là, c'est vraiment, ça rentre dans des discussions avec le comédien qui, lui, est dans son truc, il a l'impression que tout est clair, limpide, et malheureusement, il faut parfois insister, mais jamais avant d'avoir été à la limite technique de ce qui est possible. Voilà. Moi, ça, c'est mon principe de base absolu, c'est ne jamais aller voir le comédien et lui parler de niveau sonore avant d'avoir tenté le tout pour le tout. Quand ça, c'est pas possible, on parle au réalisateur avant. Est-ce que tu penses que essayer de passer par le réalisateur pour que ça soit au moins, que ça soit comme une direction de jeu, pas une direction technique à la con pour dire parle plus fort. Je déteste de dire parle plus fort au comédien, c'est le truc qui me répile le plus. Et c'est presque un aveu d'échec chez moi. Mais il y a quand même une limite qui est celle-là, par exemple, le bruit des vêtements ou je sais pas quelle nuisance autour. Voilà. Merci. On va écourter. Romain, je voulais juste rapidement... Pour une toute petite anecdote, il y a un film français qui est sorti récemment et qui passe sous-titré en ce moment. Donc français sous-titré français. Sur un sculpteur assez connu. Ah oui, je vois très bien. Une dernière question très rapide, s'il vous plaît, parce que voilà, bon, qu'on se quitte sur cette note-là. Nous avons compris que vous faites œuvre commune quand vous travaillez ensemble. Hein, ça, c'est, je pense, évident, et c'est sans doute la beauté de ce métier. Juste un dernier mot de façon générale, qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs, vous, sur votre vision de qu'est-ce que le cinéma pour vous? En dehors on a parlé de votre parcours, mais peut-être juste un mot sur, pour vous, c'est quoi le cinéma? D'aucuns ont parlé dans l'ancien temps, on va dire, d'une usine à rêve. Je dirais pas usine, ce mot est commun, mais c'est vrai que le cinéma permet quand même d'apporter du rêve quand même à beaucoup de gens, quel que soit même le Chéreau qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand même du rêve. Pourtant, on a été un petit peu... On est sorti de là un petit peu fatigué. Mais fatigué dans le bon sens, j'ai adoré le film, mais bon, et je pense que le cinéma permet aux gens de se reconnaître dans des personnages, de se voir ailleurs, en fait. Et je crois que c'est bien, ça. Parce que ça leur permet d'oublier leurs soucis du moment et vivre le cinéma.
Oups, c'est donc celui-là, là. Donc moi, je répondrais en fait le cinéma d'animation. Je pourrais, évidemment, comme d'habitude, je pourrais évidemment parler de cinéma, mais je suis là pour parler de cinéma d'animation. Donc voilà. Oui, oui. Et donc, il y a une chose moi, qui m'a tilté en fait quand j'ai pris cette décision de faire du cinéma d'animation, c'est qu'encore une fois, j'étais musicien et j'avais donc un bagage des beaux-arts. Hein. Donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un endroit où on peut réunir mes savoir-faire, en fait, qui était celui de musicien, de son et de l'image dessinée. Hein. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement que, en fait, l'animation, quand on parle d'animation, comment la définir? Bon, ok, il y a l'aspect littéraire, l'aspect plastique, qui est aussi une écriture. Hein, on écrit aussi la façon dont notre ami nous a expliqué un petit peu la photo et la structure photographique ou la structure picturale hier. Pardon? Et on voit bien qu'il y a une écriture. En fait, je parlais plus de l'aspect, en fait, pour le public. En fait, quand vous travaillez, qu'est-ce que vous pensez, vous, du cinéma? Pourquoi vous y êtes? On l'a compris, mais vous, d'après vous, qu'est-ce que votre contribution finalement apporte, en fait, par rapport aux spectateurs, voilà, qui voient pourquoi le cinéma, quel impact ça aurait Ouais, mais je vais y arriver. D'accord. Ça, je suis un peu long peut-être. Oui, un peu. Ok. Et puis il y a surtout un troisième aspect qu'on connaît très mal. En fait, c'est que nous, on travaille tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Tout ce qui a été dit, on fait exactement la même chose, mais tout à l'envers. Donc ça serait un peu compliqué parce que là, il y en a pour 3 heures. Mais la troisième caractéristique, c'est la musique. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma d'animation, c'est de la musique. Ça serait un peu compliqué à vous l'expliquer. En vérité, on peut très bien écrire en fait une partition de cinéma d'animation comme on écrirait une partition musicale. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que c'est un cinéma qui est extrêmement intériorisé. On peut l'écrire comme on écrirait une partition musicale et la faire interpréter derrière. Julien Papet disait un jour, moi je rêverais en fait de pouvoir arriver devant un écran avec une baguette et puis paf, le film existerait sur l'écran. Voilà. Et il le voyait un peu comme ça. Et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc effectivement, je pense que ce qui est intéressant, au-delà en fait, je dirais du genre qu'on a décidé en fait de manifester, qui est celui du cinéma d'animation, pour les adultes, on va dire ça comme ça, quand bien même il puisse être visible par des enfants, c'est de rentrer à l'intérieur en fait de cette rythmique particulière qui est celle du film d'animation pour entendre cette musique-là. Mais je ne peux pas dire grand-chose de plus en 5 minutes. Je vais m'éclipser avec Brigitte Rouan et Philippe Welch. Je suis navrée, on doit nous 3 partir, mais rien ne vous empêche de poser des questions encore quelques minutes, hein, vous avez le temps, avec les autres invités. Voilà, merci à vous. On s'éclipse avec Philippe Welch et Brigitte Rouan. Merci. Et avec l'accent du coin et Bigoudin, Cécile aussi, elle va à Quimper, quoi. À la grande ville. J'adore cet accent.